Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingle too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver. Salutations, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo vlog. Ça fait quelques temps que je ne suis pas revenue sur la chaîne, mais là j'ai du temps et en plus j'ai fait quelques lectures cool et puis j'ai des lectures en cours qui sont sympas et puis j'ai des lectures prévues qui sont sympas. Tous les astres se sont alignés pour que je fasse cette vidéo vlog, il semblerait. Donc pour commencer, je vais vous parler de deux livres que j'ai lus ces derniers temps. Donc le premier c'est un roman, c'est Moderato Cantabile de Marguerite Duras. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Je précise que je suis une fan de Marguerite Duras, c'est une autrice qui divise beaucoup, j'ai l'impression, et je fais plutôt partie de ceux et celles qui sont assez convaincus et qui aiment beaucoup ce qu'elle fait. Donc on prêchait plutôt à une convaincue, mais ce livre a été vraiment une très belle surprise, une très belle découverte, et c'était vraiment une expérience de lecture assez singulière comme Duras sait faire en fait. Donc dans Moderato Cantabile, on va suivre l'histoire de Anne. Anne, je ne sais plus quoi, je ne sais pas prononcer son nom de famille. Anne oui bon bref, Anne. Anne, c'est très bien Anne. Anne qui est donc une femme jeune, jolie, qui a du prestige social, etc. Et qui a un fils également qui est inscrit à des leçons de piano. Et donc Anne l'accompagne à ses leçons de piano une fois par semaine. Et le livre commence sur une de ces leçons de piano. Sauf que cette leçon de piano ne va pas tout à fait se passer comme d'habitude, puisque au milieu de la leçon, on entend un coup de feu. Donc la leçon s'arrête forcément. Et Anne, son fils, vont voir ce qui se passe. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que dans le café qu'il y a en bas, un homme vient d'assassiner sa maîtresse. C'est un événement qui est tellement particulier, tellement violent, qui va vraiment profondément affecter Anne, et elle va décider de revenir le lendemain, et là elle va rencontrer un homme qu'elle ne connaît pas, à qui elle n'a vraiment jamais parlé. Elle va prendre un verre de vin et ils vont commencer à parler. Et en fait toute la suite de Moderato Cantabile, c'est un enchaînement de discussions qui ont lieu dans ce café entre cet homme et cette femme. C'est des discussions qui, comme très souvent, si ce n'est systématiquement avec Duras, sont particulières, décousues et en même temps qui prennent aux tripes, qui touchent juste, qui retournent quelque chose, et on a du mal même à décrire ce que précisément Duras arrive à toucher chez nous, ce sur quoi elle arrive à mettre le doigt, mais ce dont on est sûr c'est que il y a quelque chose qui se passe, ça dit quelque chose, et c'est ça qui est très fort d'ailleurs. C'est donc un livre sur les relations humaines, c'est un livre sur les relations amoureuses aussi, à prendre au sens très large, et c'est aussi un livre qui traite de ces événements qui arrivent brutalement dans notre vie, donc là c'est cet assassinat, et qui vont durablement nous affecter sans qu'on sache véritablement pourquoi. Donc c'est vrai que du coup c'est vraiment une ambiance, ce livre. On rentre dedans, on retrouve aussi, ou on découvre pour la première fois, ça dépend si on a déjà lu Duras ou pas, sa façon de s'exprimer qui est très particulière. Duras a vraiment une façon d'écrire qui est très inhabituelle. C'est vraiment quelqu'un qui écrit avec ses tripes, et on a l'impression de l'entendre nous parler, ce qui, moi j'adore personnellement. Je peux comprendre que des gens n'apprécient pas forcément d'avoir l'impression d'avoir Duras qui leur murmure quelque chose à l'oreille, mais moi c'est une impression que j'aime beaucoup et que je ne retrouve quasiment que chez Duras. Donc c'est une expérience assez singulière que j'apprécie. Et donc voilà. Après Moderato Cantabile, que j'ai beaucoup aimé, j'ai lu ce très court essai de Michel Foucault qui s'appelle L'ordre du discours. Je l'ai terminé hier. J'ai découvert en commençant ma lecture qu'en fait c'était la leçon inaugurale que Michel Foucault a donnée au Collège de France. Je n'étais absolument pas au courant, mais voilà, maintenant j'ai l'information, donc je vous délivre cette information autant qu'elle circule. Là encore ça a été une très belle découverte. Alors comme Duras, je connaissais Michel Foucault, j'appréciais Michel Foucault, donc c'était plutôt un livre qui s'adressait à quelqu'un qui était déjà convaincu, c'est-à-dire ma personne. C'est donc un livre dans lequel Michel Foucault va revenir sur la question de la langue et sur la question du rapport entre pouvoir et langue, puisque la thèse que défend Michel Foucault, et qu'il pose d'ailleurs au tout début de l'essai, c'est celle selon laquelle la langue n'est pas du tout un espace neutre de tout rapport de pouvoir, de tout rapport de domination. Non, la langue est un lieu dans lequel se jouent ces rapports de pouvoir, ces rapports de domination,
Et ensuite, il va donc démontrer cette thèse en abordant 3 questions successives. La première, c'est la question des interdits. Michel Foucault revient sur le fait qu'il y a des interdits dans la langue, notamment l'interdit autour de la sexualité. On ne parle pas comme on veut, avec qui on veut de sexualité. Il y a également des interdits liés à la politique, de la même manière que la sexualité. On ne parle pas comme on veut, avec qui on veut de politique. Et le fait que la politique soit concernée et soit un secteur dans lequel il y a un très fort interdit, ça traduit véritablement le fait que la langue est bien un lieu dans lequel il est question de politique et dans lequel il est question de pouvoir. En plus des interdits linguistiques, Michel Foucault va aussi développer le fait qu'il y a une parole, que la parole de certains et certaines est souvent niée, et c'est la question en fait des malades mentaux, de la maladie mentale. Si vous connaissez Michel Foucault, vous êtes déjà au courant, mais au cas où je vous le dis, c'est une problématique qui a beaucoup intéressé Michel Foucault, qui est très présente dans son œuvre. Il a écrit plusieurs livres sur la question des malades mentaux, et c'est quelqu'un qui a appréhendé la question de la déviance, la question de la norme, du rapport à la norme à travers, en tout cas au début, cette problématique de la maladie mentale, de l'aliénation mentale, etc. Et enfin, il va aborder le rapport à la vérité, donc comment le rapport à la vérité, là encore, conditionne le discours, ordonne le discours, normalise le discours, et donc fait que le discours n'est pas un lieu de liberté totale dans lequel n'importe qui peut dire n'importe quoi comme il veut, avec qui il veut, en gros. C'est donc un sujet, une problématique qui est extrêmement intéressante. De manière générale, je trouve que tout ce qui a trait au langage, c'est souvent très intéressant. Déjà parce que intrinsèquement c'est intéressant, les questions de langage, parce que c'est des questions quotidiennes. On est tous et toutes des êtres de parole. On est tous amenés à nous exprimer, à parler. Et aussi parce que le langage charrie beaucoup d'autres problématiques, des problématiques juridiques, des problématiques politiques. Donc en fait, à partir du langage, on peut rayonner sur tout un tas d'autres choses, et ça peut donner des outils de problématisation, des outils de prise de recul sur d'autres sujets que le langage en lui-même. C'est aussi un texte que je conseillerais vraiment à ceux et celles qui voudraient découvrir Michel Foucault mais qui auraient un petit peu peur de se lancer, parce que j'ai cru comprendre que Michel Foucault n'était pas réputé très facile, et c'est vrai que parfois il peut être un petit peu compliqué. Pour le coup, ce texte est vraiment très accessible, il est très court en plus, il fait moins de 100 pages, et en plus d'être court, d'être accessible, c'est aussi un texte qui introduit bien quand même à la pensée de Michel Foucault. Je vous ai dit qu'il parlait par exemple des aliénés, il est aussi question de justice, on retrouve quand même, alors en petite touche, parce que en plus c'est un texte du début des années 70, le cours est donné en 1970, donc ensuite il sera amené à écrire et à faire progresser sa réflexion, mais on sent déjà en germe et par petites touches la pensée de Michel Foucault sur tout un tas de sujets. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un bon texte d'introduction, je pense, un texte qui peut être très intéressant si vous avez envie de commencer avec Michel Foucault, et si vous avez peut-être un petit peu peur de Michel Foucault. Voilà. Et donc là, je vous ai présenté les lectures que j'ai effectuées récemment. Donc je vais aussi vous montrer rapidement la lecture que je suis en train d'effectuer actuellement. C'est L'Enracinement de Simone Weil. Je suis à la moitié pour l'instant. C'est une super découverte, vraiment. Je pense que ça va faire partie de mes meilleures lectures de l'année, sauf si la dernière partie est totalement décevante, mais je ne pense pas honnêtement. C'est un livre que, pour l'instant en tout cas, je trouve extrêmement intéressant, que je trouve très pertinent. Les réflexions sont vraiment brillantes. C'est aussi un livre qui aborde beaucoup de sujets d'actualité. C'est ce qui fait qu'il est vraiment génial à lire et qu'il est super intéressant à lire, c'est que chaque page ou presque résonne à notre actualité, avec notre actualité, et nous pousse à porter un autre regard sur notre actualité. Donc c'est vraiment super d'avoir cette espèce de dialogue qui vient du début des années 40 et qui résonne encore aujourd'hui avec la situation que nous avons en 2020. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est très positif ou si au contraire on devrait paniquer un petit peu, que les problèmes soient toujours les mêmes. C'est un livre qui est aussi assez radical, parce que le regard que porte Simone Weil sur tous ces sujets n'est pas habituel, et c'est ce que je trouve vraiment super avec ce type d'essai, parce que soit on en ressort totalement d'accord avec elle et du coup on est super content et on a plein d'arguments, soit on en ressort pas du tout d'accord avec elle mais on est quand même gagnant, parce que comme c'est vraiment un texte qui est extrêmement intelligent, et il nous force à clarifier notre position, il nous force à aller plus loin, il nous force à sortir de notre zone de confort, à nous interroger, et c'est ce qui est le plus important, voilà, et c'est ce que permet ce texte. Donc pour l'instant c'est vraiment une super découverte. Je vais essayer de le finir là ce soir ou sinon demain, et puis je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé.
Alors, je vous retrouve toujours dans le cadre de ce vlog. Ça fait quelques jours que je n'ai pas filmé et entre-temps, j'ai terminé le livre dont j'avais commencé à vous parler la dernière fois que je vous ai retrouvé dans le cadre de ce vlog. Donc c'est L'Enracinement de Simone Weil. Je vous avais dit que c'était un coup de cœur et ça s'est confirmé. Même si, pour être tout à fait honnête, j'ai été vraiment emballée par la première moitié et un petit peu moins par la deuxième. Voilà, c'est des thèmes qui de base m'intéressaient, je pense, un peu moins aussi, donc c'est assez logique. Néanmoins, même si cette seconde partie a été plus en demi-teinte pour ma part, ça reste un livre que je vous conseille vraiment. Ça a été une super belle découverte. Pour le dire très rapidement, dans L'Enracinement, ce que Simone Weil va développer, ce sont les besoins qui pour elle sont essentiels à l'être humain. Donc les besoins pas au sens purement matériel, hein, il ne s'agit pas de parler de la nourriture, de l'eau, etc. Mais dans un sens plus abstrait. Et donc elle va développer, en tout cas surtout dans la première partie du texte, ce que sont les besoins de l'être humain, donc la liberté d'expression, l'égalité, la responsabilité, etc. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, elle a une approche qui n'est pas habituelle et qui en même temps va vraiment au fond des choses, qui est très pertinente, qui est très intelligente, même si c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu ardu. C'est d'ailleurs un livre que pour ma part j'ai mis beaucoup de temps à lire, je crois que j'ai mis quasiment une semaine, alors j'ai été un petit peu occupée, mais c'est vrai que la plume a été vraiment très dure à certains moments. Alors il y a d'autres moments où ça coule tout seul et où c'est une vraie épiphanie et où juste on profite de cette intelligence que l'on découvre, mais il y en a d'autres où c'est vraiment un petit peu compliqué de suivre et donc ça peut rendre la lecture un petit peu difficile par moment, donc il faut le savoir. Maintenant ça vaut quand même vraiment le coup selon moi et c'est un livre que je vous conseille. Et donc après avoir terminé L'Enracinement, j'ai entamé un nouveau livre qui est donc ma lecture en cours et c'est donc ce livre-ci, Le fromage et les vers de Carlo Ginzburg. C'est un livre dont je vous avais parlé dans une vidéo antérieure, je crois que c'était une vidéo dans laquelle je vous présentais mes projections livresques de l'été, quelque chose comme ça. Je ne l'avais pas lu cet été, mais je me rattrape enfin. Je suis actuellement à la page 67 et pour l'instant c'est une très belle découverte. C'est d'ailleurs un livre que je lis très rapidement, en tout cas pour l'instant. Alors je ne suis encore qu'au début, mais ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que dans Le fromage et les vers, on va suivre l'histoire d'un meunier au 15e ou 16e, je ne sais plus, 15e ou 16e siècle. Qui s'est retrouvé pris dans une affaire d'hérésie et donc qui a été jugé par l'Inquisition. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que c'est une histoire vraie puisque Carlo Ginzburg, je vais y arriver, je suis désolée, j'ai un peu de mal avec son nom de famille. Donc Carlo Ginzburg est un historien, c'est même un des spécialistes, voire des pionniers, si j'en crois la 4e de couverture, de la micro-histoire. Donc en fait, ce qu'il va nous raconter dans ce texte, c'est un événement historique qui s'est véritablement déroulé. Et l'intérêt, c'est donc d'avoir non seulement de découvrir un événement historique qui est le procès de cet homme, mais aussi d'avoir une approche de l'histoire qui est un petit peu différente de ce que l'on peut avoir d'habitude, puisque là on va pas du tout faire une histoire des grands hommes, ou une histoire des grandes dates, ou une histoire des grandes batailles, ou une histoire des grands événements. Non, au contraire, ce dont on va partir, c'est du peuple, c'est d'un homme du peuple, et on va essayer, en tout cas c'est ce qu'il fait dans ce livre, de tirer des enseignements, de tirer des réflexions par rapport à ce petit événement qui normalement, s'il n'y avait pas eu tout ce travail, aurait probablement été pris dans les méandres de l'histoire et on ne s'en serait jamais souvenu. Personnellement, c'est une approche que je ne connaissais pas du tout avant d'entendre parler de ce livre, mais que je trouve très intéressante et pour l'instant c'est plutôt une réussite et donc une très belle lecture pour l'instant, même si je ne suis encore qu'au début, il me reste un peu plus de 200 pages. Je vous retrouve toujours dans le cadre de ce vlog pour une dernière fois dans le cadre de ce vlog. J'avais un petit peu oublié que j'étais en train de filmer un vlog et je m'en suis rappelé. Et donc je viens ici une dernière fois pour donc vous parler de mes lectures déjà. Alors depuis la dernière fois il s'est pas passé grand chose. J'ai continué ce qui était ma lecture en cours, donc Le fromage et les vers. Je suis quasiment à la page 100. C'est une lecture que j'apprécie beaucoup pour l'instant. Voilà, ça change d'habitude. C'est un essai historique, j'en lis quasiment jamais. Donc déjà c'est une sorte de petite réussite personnelle que d'arriver à lire un essai historique. C'est globalement plutôt intéressant et je vais continuer ça tranquillement et le finir, enfin essayer de le finir ce soir ou demain. Et je voulais également vous montrer quelques livres que j'ai achetés récemment, donc on va faire ça tout de suite. Donc déjà j'ai acheté ce livre qui est Les grands courants de la philosophie du droit et de l'État. Comme son titre le laisse supposer, c'est une sorte d'introduction, enfin c'est pas une sorte, c'est une introduction, un manuel de
synthèse autour des grands courants de philosophie politique et de philosophie du droit. Si vous suivez un petit peu cette chaîne ou mon compte Instagram, ou, voilà, vous savez que c'est des sujets qui m'intéressent. Et en plus, j'ai un cours qui parle de ça, donc c'est une double utilité pour moi. Comme vous pouvez peut-être le voir ici, il y a quelques post-it, donc je l'ai un petit peu commencé. Par contre, c'est vrai que c'est un livre qui est extrêmement dense. Déjà, il est écrit vraiment tout petit, mais tout petit, et c'est un peu compliqué quoi, il faut s'accrocher et tout ça. Maintenant c'est quand même un livre qui est super intéressant, moi en tout cas c'est des sujets que je trouve passionnants, donc je suis toujours très contente de découvrir de nouveaux ouvrages qui en parlent, mais c'est vrai que c'est pas un livre qui non plus se dévore ou se lit extrêmement rapidement, donc je vais plutôt étaler ma lecture au fil des semaines, voire même au fil des mois. J'ai également, toujours un peu dans la même veine, acheté ce livre, Droit et démocratie de Habermas. Bon, c'est un peu un classique du XXe siècle pour tout ce qui est penser la démocratie à travers le droit, penser le droit, penser le juste, etc. Je l'avais d'ailleurs vu mentionné dans pas mal de bouquins que j'avais lus, et de ce que j'avais pu lire d'Habermas, je trouvais vraiment que sa pensée était hyper intéressante, et donc j'avais très envie de me le procurer, et c'est fait. Par contre, encore une fois, c'est un livre qui va prendre, je pense, quand même un certain temps à lire, il est assez long, et puis c'est de la philosophie du droit et de la philosophie de l'État, donc c'est peut-être pas forcément le truc le plus accessible qui existe sur cette planète. Et j'ai également pris, donc toujours dans la même veine, mais un tout petit peu différent, ce livre-ci qui s'appelle Sacré et responsabilité. C'est un livre qui a été écrit par plusieurs auteurs. Alors de base, c'est pas forcément ce qui m'intéressait le plus, mais j'ai été amenée à lire pas mal d'ouvrages, notamment des ouvrages de Simone Veil, dans lesquels il était question de religion et dans lequel la justice était aussi abordée, et ça m'a fait penser que la question entre droit et religion est quand même extrêmement intéressante. Et donc quand j'ai vu ce livre, je me suis dit que c'était l'occasion d'approfondir cette idée et d'avoir peut-être quelques pistes de réflexion, donc j'ai acheté ce livre-là. Et enfin, j'ai également un roman à vous présenter, donc c'est un livre extrêmement connu qu'on ne présente plus, c'est Sur la route de Kerouac, donc ici en anglais. Je dois avouer que je trouve cette édition, qui d'ailleurs est en parfaite harmonie avec mon pull, je n'ai pas du tout fait exprès, très jolie. Sur la route, ça fait pas forcément partie de mes priorités des livres que j'ai le plus envie de lire, mais ça fait quand même partie des livres que j'aimerais découvrir un jour dans ma vie, donc là c'était l'occasion. Et c'est sur ce que va s'achever cette vidéo vlog. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir certains titres. J'espère également vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très bonnes lectures. Salut!